Un garçon monte sur scène. Il a répété son texte des dizaines de fois. Il le connaît par cœur. Et pourtant, quand les projecteurs s'allument, quand il sent les yeux de la salle posés sur lui, ses mains tremblent, son cœur bat plus vite. Pas à cause du texte, mais parce qu'il est vu. À l'ère des réseaux sociaux, d'Instagram, de TikTok et de Twitter, on n'a jamais été aussi connecté aux autres. Pourtant, on n'a peut-être jamais été aussi seul. Pourquoi ? La réponse semble évidente, parce qu'on passe nos journées à se comparer aux autres plutôt qu'à vivre avec eux, parce qu'on cherche dans les likes et les commentaires une validation éphémère, parce que le regard des autres est devenu omniprésent. Et pourtant, tu as cliqué sur cette vidéo intitulée Le regard de l'autre est sain. C'est paradoxal, non ? Bienvenue dans le deuxième opus de la série Éloge paradoxal. Et si tu restes jusqu'au bout, tu verras que ce paradoxe est loin d'être absurde. Kelly McGonigal démontre dans son livre Willpower Instinct que pour arrêter de boire, de fumer ou pour faire du sport, ou recycler davantage, le facteur le plus déterminant et de loin dans le comportement des individus est le jugement de leur entourage. À force de dire qu'il faut se libérer du regard des autres, on a souvent tendance à oublier que nous sommes des animaux sociaux. Littéralement, pendant des millions d'années, notre cerveau s'est câblé pour lire les visages, interpréter les intentions, chercher des signes de reconnaissance dans l'œil de nos semblables. Même ce que l'on appelle le libre arbitre ne surgit pas du vide, il émerge au sein d'un système de contraintes biologiques et sociales, conscientes et inconscientes. Donc dire la phrase je veux être libre du regard des autres, bien c'est souvent le symptôme d'un malaise plus profond. Cette phrase est le signal évident d'un manque de confiance en sa propre opinion de soi. Le symptôme d'une personne qui doute de sa propre valeur. C'est le symptôme d'une personne qui, au lieu de reconstruire son image d'elle-même, va tenter de faire taire celle que les autres lui renvoient. Mais ça ne marche pas comme ça, parce que bizarrement, ce conseil de se libérer du regard des autres, de se débarrasser de l'opinion des gens, vient souvent de la bouche des gens sur qui se portent les regards justement. Vous est jamais semblé bizarre que les personnes qui vous disent de ne pas porter d'importance au regard des gens sont souvent des personnes qui ont un certain succès social et sur qui les projecteurs sont dirigés. C'est assez paradoxal, non ? Mais le combat que ces personnes prônent est perdu d'avance, parce que le réel problème a été déplacé, et tous les efforts pour le résoudre ne seront qu'une excuse pour éviter d'agir dans la direction de la source du problème. Et donc pendant qu'on bataille contre l'illusion, on oublie de se mettre en mouvement pour réellement acquérir des connaissances, développer des compétences pour améliorer l'image que l'on a de soi-même. Combien de personnes, à force de combattre le jugement des autres, oublient d'exercer leur propre volonté d'action ? Le regard des autres n'est pas un poison, c'est un miroir. Et tout comme un miroir, il peut te servir ou t'obséder. La question n'est pas de savoir s'il faut s'en libérer, mais comment l'utiliser. Est-ce que je me définis uniquement à travers ce que les autres perçoivent de moi, ou est-ce que j'utilise leur perception comme un retour d'information, un feedback pour ajuster ma trajectoire ? Tu t'es déjà demandé ce qui relie l'image que les gens ont de toi à celle que tu te fais de toi-même ? Non, peut-être pas. Bien, c'est normal parce qu'au fond, ce ne sont que les deux faces de la même pièce. Même en neurosciences, les deux parties du cerveau qui sont liées respectivement à l'image de soi et aux informations sociales qui nous parviennent de nos pères sont le cortex préfrontal médian et le cortex cingulaire antérieur. Et ces deux parties du cerveau fonctionnent bizarrement souvent de pair. Et on va le voir juste après, mais leur lien est bidirectionnel, c'est-à-dire que l'un a autant d'influence sur l'autre que l'inverse. Un homme ou une femme prendrait-il soin de lui s'il vivait seul sur une île déserte sans jamais croiser un autre regard ? Un artiste créerait-il une œuvre s'il n'imaginait aucun public pour la recevoir, l'éprouver, la transformer ? Le regard de l'autre nous oblige à sortir de nous, il nous arrache à notre inertie, il nous pousse à formaliser, à choisir et à s'exprimer. Les acteurs le savent mieux que personne. Le bon acteur ne joue pas pour la caméra, il joue avec la caméra. Il ne la fuit pas, il l'intègre pour sublimer le regard de l'autre et en faire un prétexte pour s'exprimer. Well, yes, ma'am, I do. I mean, got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or who I'm gonna meet, where I'm gonna wind up. Just the other night, I was sleeping under a bridge, and now
Here I am, on the grandest ship in the world, having champagne with you fine people. I'll take some of that. Les bons acteurs sont ceux qui ne donnent pas l'impression d'être filmés, d'être vus, car ils font des caméras braquées sur eux, une condition, un espace, un tableau, pour peindre avec l'authenticité de leurs émotions. Mais le monde dans lequel on vit est tel que on critique facilement les réseaux sociaux. Quand je pense à Instagram ou aux stories, je me dis que c'est quand même pathétique de devoir alimenter notre compte de ce qu'on a vécu de mieux dans la journée pour ne pas être oublié et continuer d'exister aux yeux des gens. D'un autre côté, je peux pas m'empêcher de penser que les réseaux sociaux sont un moyen incroyable de faire jouer les motivations sociales à notre avantage. Sans parler de la pression sociale positive que certains utilisent pour annoncer publiquement un objectif, pour se motiver à l'atteindre. Mais on peut aussi faire des publications sur les réseaux, l'opportunité d'exprimer notre créativité, pour distiller des moments du quotidien une essence artistique et en faire des œuvres originales qui transmettent quelque chose de singulier. Il est possible, grâce à l'existence d'une audience, de coopérer à une échelle collective en transmettant des messages qui nous semblent valoir la peine pour faire changer telle ou telle chose. La nature de notre expérience découle du cocktail de motivations qui font qu'on fait les choses. La motivation seule et unique pour faire une action est rare. Et donc faire les choses pour le regard des gens n'a rien de mauvais, si c'est quelque chose dont tu es conscient, parce que tu en resteras le maître. Parce que le problème, ce n'est pas de publier pour être vu, le problème c'est d'oublier pourquoi on publie. Quand tu fais quelque chose uniquement pour plaire, tu deviens un reflet sans source. Mais quand tu sais ce que tu veux transmettre, alors le regard de l'autre devient un relais. Parce que le regard de l'autre est en fait la même chose que le regard qu'on a sur soi-même. Mais le problème est plutôt le déséquilibre entre l'image et la fonction. En fait, le problème est que l'on donne trop d'importance à l'image plutôt qu'à la fonction. En mathématiques, par exemple, une fonction prend un x en entrée et donne une image, un y, en sortie. Eh bien, même en cours de maths, on a compris que ce qui était important, c'était la fonction et pas le résultat. Le chapitre, d'ailleurs, ne s'appelait pas les images, mais s'appelait les fonctions. C'est pas pour rien. Eh bien, nous, c'est pareil, on est des fonctions. Et on prend le réel en entrée et on donne une image en sortie. L'image, c'est ce que perçoivent les autres de nous, mais ce n'est pas ce que nous sommes. Nous sommes la fonction. Nous sommes le processus de vie, en quelque sorte. Et ce que nous produisons ou disons sont que le résultat momentané de ce processus. Et le problème ne vient pas des réseaux sociaux ou de la technologie, mais vient de notre culture. Certaines langues indigènes n'utilisent dans leur langage que des mots qui représentent des actions ou des processus. Et oui, la culture occidentale moderne n'est pas la norme. Le peuple Hopi, par exemple, en Amérique du Nord, n'utilise que des mots qui désignent des mouvements, des processus. Dans ces cultures, rien n'est fixe. Rien n'est statique. Le monde est un flux, une transformation permanente. Et si on apprenait à penser comme ça? Et si on rééduquait notre regard à voir les gens comme des mouvements plutôt que comme des identités? Et si on se percevait soi-même comme un processus plutôt que comme une étiquette? Et si on construisait nos outils, y compris nos intelligences artificielles, avec cette logique du processus plutôt que de l'étiquette? Peut-être alors que le regard de l'autre ne serait plus une menace, mais un levier, un catalyseur de transformation. Alors non, le regard de l'autre n'est pas le poison qu'on croit devoir fuir. Il est parfois un miroir déformant, c'est vrai, mais il peut tout autant être une lumière, un repère. Ce n'est pas l'œil de l'autre qui nous enferme, c'est l'importance déséquilibrée qu'on donne à ce qu'il voit plutôt qu'à ce qu'on fait. Car le regard de l'autre peut tout autant nous freiner pour l'action qu'être le moteur de notre interaction avec le monde. Il peut paralyser ou faire naître un geste. Il peut écraser ou éveiller. Dans un monde obsédé par l'image, n'oublions pas que nous sommes d'abord des fonctions, des processus vivants. Ce que les autres perçoivent de nous, ce ne sont que les traces de ce que nous avons choisi de créer, d'offrir, de transformer. Alors fais, agis, crée et dis ce que tu as à dire. Et laisse le regard de l'autre être ce qu'il peut être de mieux. Un témoin, pas un juge, un témoin de ton mouvement. Et souviens-toi, ce n'est pas parce que l'image compte que la fonction doit s'effacer. C'est parce que la fonction est belle que l'image a du sens. Éloge paradoxal numéro 2. Abonne-toi pour plus de vidéos.